Nous nous sommes tous posé un jour la question. Peut-on vraiment découvrir dans les lignes de la main des informations sur notre destin et notre personnalité? Claude est chirologue depuis 15 ans. Elle étudie les lignes de la main et selon elle, on peut y voir des indications précises sur le passé comme sur l'avenir. Nous allons lui soumettre le cas de deux jeunes femmes dont elle ignore absolument tout, Sandrine et Élodie. Sandrine a 31 ans. Avant la consultation, nous faisons le point avec elle sur sa personnalité. Je suis diplômée en pharmacie. Une fois que j'ai eu mon diplôme, je suis partie de Bordeaux, je suis venue à Paris, je me suis retrouvée attachée de presse. Moi, je suis quelqu'un de passionné, j'ai besoin de vivre passionnément. J'ai eu une grosse rupture il y a 3 ans, qui a été douloureuse. Et je suis célibataire et contente de l'être, pour une fois. Si Claude est spécialiste des lignes de la main, normalement, elle ne consulte pas. Pour nous, exceptionnellement, elle a accepté de le faire avec nos deux témoins. Elle accueille maintenant Sandrine, et bien entendu, elle ne sait rien de la jeune femme. Une chose me frappe terriblement dans vos mains. On va dater 31 ans ici, 41 ans là, 21 ans ici, 28 ans là. À 28 ans, sa ligne qui était complètement chaînée, c'est-à-dire très très passionnelle, sa ligne tout d'un coup va s'arrêter. Je pense que vers 28 ans, vous avez dû vivre quelque chose sur le plan affectif qui a entraîné un changement total dans votre vie. Sur la ligne de destinée, on va voir au même moment une autre ligne qui va démarrer. À partir de 28 ans, je pense que vous vous êtes rendu compte que ce qu'il fallait que vous développiez, c'était la communication. Ces révélations ne sont pas tout à fait exactes, mais elles sont proches de la vérité. Surprenant, d'autant que selon Claude, lire dans les lignes de la main, ça s'apprend. Si vous regardez attentivement votre main, vous devez y trouver 3 lignes importantes. La ligne de cœur, la ligne de tête qui représente l'intelligence et la ligne de vie que Claude appelle plus volontiers ligne de vitalité. Si vous avez une ligne de vie courte, bien sûr, les gens vont vous dire « Oh là là, mais je vais être morte à 30 ans ». Bon, faux, complètement faux. C'est pourquoi vous m'avez jamais entendu parler de ligne de vie, mais de ligne de vitalité, car elle indique notre énergie et la manière dont on va gérer notre énergie. Alors, c'est vrai que si on voit une ligne de vitalité qui retourne comme ça, vraiment, et s'il n'y a pas trop d'accidents sur la ligne de vitalité, on peut se dire que c'est quand même une personne qui va vivre très tard. Quand vous regardez votre ligne de vitalité à vous, Claude, vous avez une idée de l'âge jusqu'auquel vous allez vivre? Oui. Mais ça, c'est ma petite cuisine interne et j'en parlerai jamais. Jamais. Avec la longévité, le nombre d'enfants que chacun peut avoir serait lui aussi inscrit dans les mains. Sur le tranchant de la main, là, vous avez des petites lignes, ici, qui sont les lignes d'union. Et il y a des lignes verticales qui vont venir couper ces lignes d'union, et c'est là où on peut voir les enfants. À présent, deuxième épreuve pour Claude. Elle va devoir examiner les mains d'Élodie. Je suis plutôt cérébrale, je suis plutôt tournée vers l'action. Je suis partie pendant 9 ans à Montréal, au Québec. Je suis revenue avec ma petite fille en France il y a 1 an. Et donc, c'était un nouveau départ pour moi. Vous êtes super active, mais c'est pas l'activité physique chez vous. Vous êtes quelqu'un d'extraordinairement mental. Tout passe par l'intellect. Pour les traits de caractère, Claude a mentionné 2 éléments assez justes. Elle devrait donc maintenant retrouver l'événement le plus marquant de la vie d'Élodie. Vers 15 ans, est-ce qu'il y a eu quelque chose de relativement important dans votre vie, mais qui en même temps, bon, ça, je pense que ça n'a pas été facile, mais en même temps, ça a été constructif. Car, je sais pas, est-ce que ça vous a libéré? Non, pas 15 ans. Pas 15 ans? Est-ce que l'année dernière, vous voyez quelque chose qui se serait passé l'année dernière où il y a 2 ans? Bon, on voit un petit quelque chose, mais c'est pas grave. C'est quelque chose qui s'arrête parce que ça convenait pas. Mais le reste part tellement bien que je dirais c'est plus un épiphénomène, si vous voulez, qui s'arrête que quelque chose, pour moi, de fondamental. Vous êtes perplexe, Élodie?
Moi, je sais pas dans quelle mesure on peut. Enfin, moi, ça a été important à l'âge de 30 ans, parce que j'ai vécu à l'étranger pendant 9 ans, et puis je suis rentrée à l'âge de 30 ans, donc c'est quand même un moment... Alors, effectivement, ça peut être l'étranger. Hein, Ça peut, mais Claude ne l'avait pas lu dans les lignes d'Élodie. De quoi susciter quelques doutes, même si Claude ne se sent pas mis en défaut. Si vous avez des mains avec des lignes qui sont différentes pour chaque personne, ça veut bien dire quelque chose. Les lignes de la main, mythe ou réalité? Une question que nous sommes allés poser à Stanislas Lyonnais, généticien à l'hôpital Necker de Paris. Sans connaître les mécanismes précis de la formation des lignes de la main, on imagine assez bien les raisons pour lesquelles elles peuvent être variables d'un individu à l'autre. Elles sont aussi variables que n'importe quelle morphologie de notre organisme. Et selon les scientifiques, les lignes de la main sont des traces qui se forment au hasard sur la peau autour du 4e mois de grossesse. La forme de ces lignes n'a en principe aucun sens précis. Seul problème, les jumeaux auraient des mains très ressemblantes. Le docteur Lyonnais soulève ce dernier point troublant. On trouve certaines ressemblances, plus que ne le voudrait le hasard, entre des jumeaux. Lorsque ces jumeaux sont des jumeaux, comme l'on dit, identiques, c'est-à-dire des jumeaux monozygotes issus d'un même œuf. Autrement dit, si les lignes de la main se forment au hasard, les jumeaux ne devraient pas avoir des mains similaires. Et c'est pourtant le cas. Un mystère que les scientifiques ne s'expliquent pas encore et que nous allons vérifier grâce à 2 jumelles, Sarah et Rebecca, accompagnées de leur mère. Ouais, à peu près. Ouais, en gros, on a les mêmes mains, mais c'est-à-dire qu'il y a des traits plus marquants sur Rebecca ou bien sur moi, enfin ça dépend. Nous avons décidé de soumettre le problème à l'œil exercé d'un chiromancien ou spécialiste des lignes de la main. Dimitri va comparer les mains des jeunes filles en prenant leurs empreintes, puis en les observant avec soin. Alors là, on a pris les 2 empreintes des 2 mains gauches des jumelles et je peux constater que les lignes sont vraiment similaires, ce qui est logique dans la mesure où la main gauche représente l'hérédité familiale. Des mains similaires mais pas identiques. Il y a quand même de petites différences, ce que Dimitri lui-même trouve parfaitement logique. Même des jumelles n'ont pas tout à fait la même vie, ni le même caractère, comme le confirme la mère de Sarah et Rebecca. Alors Sarah et Rebecca sont très différentes, effectivement. Sarah est beaucoup plus scientifique, mathématique, très méthodique, très organisée. Rebecca, elle, serait plutôt rêveuse, artiste, styliste. C'est le métier qu'elle veut faire plus tard. Sarah voulant être pédiatre. Est-ce qu'il vous est possible de lire dans les mains de Rebecca et de Sarah quelles sont les voies professionnelles qu'elles souhaitent prendre respectivement? Alors Rebecca a une ligne de tête qui est beaucoup plus incurvée que la ligne de tête de Sarah, qui est vraiment une ligne plus rectiligne, donc qui correspond vraiment à la science, à la recherche, à la logique. Tandis que la ligne de tête incurvée représente quand même beaucoup plus le côté créatif. Je dirais donc que Rebecca serait destinée pour les arts et Sarah plutôt pour la recherche ou la science. C'est exactement ça. Je dirais qu'il y a quand même une rupture des parents. Si elles avaient des parents divorcés, ça ne m'étonnerait pas. Il y a de la distance avec le père. Je pensais vraiment pas qu'il allait le voir dans les mains. Ça me contrarie en même temps parce que je me dis que c'est très marqué. Je suis très très étonnée là, vraiment. Je m'attendais pas à ce que vous le découvriez à l'intérieur des lignes de la main. C'est étonnant. Claude, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On vous a vu dans le sujet. Hein. Vous êtes passionné par la chiromancie, mais ce n'est pas votre métier. Hein. Vous n'exercez pas, vous ne gagnez pas votre vie comme ça. Françoise Lamy, bonsoir. Vous, en revanche, c'est votre métier. Voilà. Vous lisez les lignes de la main. Je ne fais pas que ça. Vous ne faites pas que ça, mais voilà. En tous les cas, entre autres ça. Vous consultez et tout à l'heure, dans quelques instants, vous avez accepté sur ce plateau de tenter une expérience et de lire les lignes de la main ici sur ce plateau. Mais on va revenir un petit peu, puisque Claude, vous êtes passionné par ce thème, sur ce qu'on a vu dans le reportage. Est-ce que réellement, c'est une science exacte, le fait de lire, déchiffrer nos lignes de la main, ça paraît fou quand même. Non, on ne peut sûrement pas parler de science exacte. On va parler au mieux d'un art. Et vous, le fait que dans la main de quelqu'un, sa destinée soit écrite, ça ne vous paraît pas aberrant? Ça vous paraît logique que dans notre main, tout soit écrit? Écoutez, je pense que si on a 2 mains, des mains qui sont différentes de toutes celles qui peuvent exister, puisqu'on n'a jamais trouvé 2 mains qui soient semblables, il y a certainement une raison. Ça n'est pas par hasard. Qu'est-ce que vous voyez, par exemple, concrètement? Vous avez dit la mort, pas sûr. Par contre, les enfants, par exemple, c'est
Pour vous, c'est une chose évidente, vous l'avez vérifié à chaque fois? Non, non. Les enfants, je dis qu'il y a des petites lignes qui sont marquées sur le tranchant de la main. Ouais. C'est pas sûr à 100%. C'est pas sûr à 100%, parce que vous allez avoir quelqu'un qui peut-être n'a pas d'enfants, mais qui adore les enfants, qui va s'occuper de ses neveux, de ses nièces. C'est des grands traits psychologiques et des grands traits de vie. Ce sont des traits psychologiques relativement précis, mais vous allez savoir que la personne est passionnée par les enfants. Docteur, le dessin, la longueur des lignes, la profondeur des lignes, qui sert visiblement à Claude pour faire ses analyses, que vous pensez qu'on peut quand même sortir quelques grands traits de personnalité, voire même quelques orientations d'avenir? Non, je ne pense pas qu'on puisse sortir sur une lecture de la main des traits de personnalité. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à côté qui viennent, je dirais, se poser sur ce support. Et dans cette relation avec la main, il y a aussi toute la personne qui est en face de vous, toute la personne qui échange avec vous, qui vous envoie des milliers d'informations que l'on traite et que l'on peut restituer. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec Françoise. Françoise, vous avez accepté, tenter une expérience sur ce plateau. Donc, je vais vous amener des photos. Vous avez besoin de quelles mains? Les deux mains en même temps? Les deux mains, en principe. Oui. Arrivez. Alors, je vais vous donner ça. Alors, vous, devant votre écran, vous savez qui c'est maintenant. Vous, Françoise, bien sûr, non. Personne sur le plateau ici, sauf moi. Je vais vous donner aussi, regardez, une petite baguette, parce que vous allez vous montrer, on ne sait jamais si on peut le faire nous-mêmes. Regardez, prenez ça. Donc, je précise que la personnalité nous écoute en ce moment au téléphone. Donc, voilà, elle va pouvoir juger ce que vous allez dire. On commence comme ça vous va? Est-ce qu'on voit bien? Très bien. Est-ce qu'on voit bien? C'est très clair. C'est très clair? C'est une main qui est très riche, c'est une main d'homme à mon avis. Donc c'est une main d'homme, enfin bon, je dis ça à cause de la largeur de la main. La vitalité est assez importante. La vitalité, c'est où? Montrez-nous. Oui, la vitalité, c'est la ligne de vie. D'accord. Donc, ce que Claude d'ailleurs a très bien dit, c'est pas la longueur de la vie ni quoi que ce soit, c'est vraiment la vitalité. Alors, ça veut dire quoi, vitalité importante? La vitalité, c'est l'énergie. D'accord. Les réserves vitales. Les réserves vitales sont quand même assez importantes. Mais bon, c'est une main qui est très contrastée, parce qu'en même temps, elle est énergétique, mais en même temps hyper émotionnelle. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement émotif, certainement, en tout cas, si ce n'est créatif, imaginatif, parce que la ligne de tête est assez plongeante. Pas créatif, peut-être pas, parce que le monde de la Lune n'est pas hyper développé. Mais en tout cas, l'imagination est là, l'inventivité est là. Donc, c'est quelqu'un, je vous dis, d'extrêmement émotif et de sensible, avec une ligne de cœur qui est belle, d'ailleurs. Quelqu'un de chaleureux, de contact, sans doute. Bon, la main est assez... elle est extravertie, mais la vie intérieure est importante. La vie intérieure est importante. Donc, et que sur le plan... Je vous montre l'autre main, qu'on aille... Oh, c'est à l'envers. Ce sera peut-être plus dur pour vous. Regardez. Bon, alors ce qui est intéressant, là, compte tenu de la main gauche et de la main droite, la vie affective, qui était très prometteuse, est beaucoup moins... Oui, ça veut dire quoi? Voilà, c'est-à-dire que la vie affective, à mon avis, était beaucoup moins facile qu'elle était suggérée au départ. Donc ça veut dire quoi? C'est pas une vie affective non, qui facile. doit être facile, qui doit être un peu douloureux, avec des ruptures. Ah oui, il y a une chose que je voulais dire aussi, excusez-moi. Il y a un très bel anneau de Vénus. C'est quoi ça? L'anneau de Vénus, c'est un peu le pacemaker de la ligne de cœur. Donc c'est fatalement quelqu'un qui aime être aimé, plus que la moyenne, qui a un pouvoir de séduction évident, et qui de toute façon aime qu'on l'aime. Bon, vu le côté, la capacité émotionnelle du sujet, on peut en déduire que les maladies psychosomatiques peuvent frapper le sujet. Mais que, pour moi, il n'y a pas de maladie, si vous voulez, ce qu'on appelle grave, qui atteigne la santé dans ses fondements. Qui peuvent, je veux dire... Je suis persuadé que la personne va être ravie d'entendre ça. Voilà. Sur le plan de la ligne de tête, qui est belle aussi, c'est une belle intelligence. C'est une belle intelligence. C'est ce qu'on appelle une jolie main. Une jolie main. Bon. Une jolie main. Alors, est-ce que, du coup, vous arrivez à imaginer une profession, voire même penser à quelqu'un de précis? Bon, l'intelligence étant assez prédominante, donc fatalement, on peut penser à une profession intellectuelle, peut-être médicale, parce que l'intuition n'est pas absente. L'intuition n'est pas absente, donc on pourrait penser à un bon diagnostic s'il était médecin. Voilà. Mais à mon avis, il n'est pas médecin. Vous avez d'autres choses à rajouter ou on l'appelle? On l'appelle. Il est en ligne, il nous entend. On l'appelle. Allô? Je pense qu'il nous entend. Oui, il nous entend. Alors, bonsoir. Alors, je vous dis qui c'est. C'est Franck Dubosc. Franck Dubosc? Ah oui, d'accord. Voilà. Franck, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Voilà, de vous être prêté à ce petit jeu. Alors, qu'est-ce que vous inspire cette analyse de vos mains? J'ai entendu le mot intelligent à un moment donné. D'accord. Vous avez dit que j'aimais être aimé. Oui. Et ben ça, c'est totalement vrai. Non, c'est vrai, Non. En revanche, vous parliez éventuellement d'une vie affective qui aurait pu être pas si simple que ça, avec des ruptures, c'est ça alors, sans trahir des secrets d'alcool, ce qui n'est franchement pas notre genre, est-ce que ça a été plutôt simple ou pas si simple que ça?
Non, ça n'a pas été si simple de trouver l'amour, ça n'a pas été si simple. Mais maintenant, ça va bien. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai une vie sentimentale mouvementée. Et sur les possibilités d'avoir d'être sensible aux maladies psychosomatiques, ça peut être vrai ou pas franchement? Ah bah alors là, c'est pas vrai, c'est plus que vrai. Moi je suis... Ah bah ça c'est... Racontez. C'est infernal. À ce point-là? Ah oui, je suis très comment on dit, hypochondriaque. Et tout ce qui est... je développe... Oui, non, moi c'est vrai. Bravo, 10 sur 10. Bon, attendez, merci Franck. Restez en ligne encore quelques secondes. Je voudrais quand même là appeler le docteur. Parce que moi j'ai eu l'impression, mais pardon, que ça pouvait correspondre à plein de gens. Mais quand même, c'est vrai que vous êtes hasardé à certaines... Parce que j'ai pas le visage. Voilà. Docteur, votre analyse. Je pense que j'aurais pu dire la même chose. Premièrement. Et deuxième chose, j'ai en essayé... voyant ces mains-là, en voyant ces mains-là, comme ça, en improvisant. La deuxième chose, c'est que j'ai essayé d'écouter et de l'appliquer à moi-même. Et tout est vrai. Tout est vrai. C'était tout à fait applicable à moi. J'aurais dû peut-être même vous passer ma main. Et... Si je peux me permettre, moi j'arrive un peu à lire dans les mains de quelqu'un, je peux arriver à dire s'il est bricoleur ou pas. Oui, tout à fait, moi aussi. C'est le truc que j'arrive à faire, moi. Oui. D'accord. Sur ce bon mot, je vous remercie beaucoup, Franck, d'avoir... Vous êtes prêté à ce petit jeu. Et puis, à très bientôt, j'espère, sur les antennes d'M6. Merci et puis bravo parce qu'il y a beaucoup de choses très vraies quoi. Alors au revoir. Au revoir Franck. Alors mesdames, merci en tous les cas d'avoir vous Claude tenté l'expérience en reportage et vous Françoise d'avoir osé le faire sur le plateau. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de parler d'un sentiment que nous pensons tous avoir, plus ou moins. C'est l'intuition. Vous savez, cette capacité que l'on a à ressentir les choses, les événements, les gens, sans avoir recours à la réflexion. Pour certains, cette capacité se travaille, se cultive, au point alors de devenir un véritable don. Mais là, ça devient presque de la voyance. Un reportage de Carole Faure. L'intuition, un sixième sens mystérieux qui nous permettrait de faire les bons choix au bon moment. Beaucoup en rêvent alors que d'autres pensent lui devoir leur extraordinaire réussite. Bernard Fixot, par exemple, devenu grâce à son intuition un éditeur richissime. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, me dit c'est très simple, du moment que c'est publié, que tu vas le publier, ça va marcher. Et ça marche plutôt bien. Exemple, en 1987, alors que tous les éditeurs refusent Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi, il en rachète les droits au Flair pour une bouchée de pain. Résultat, c'est un succès international. 3 200 000 exemplaires en France et je ne sais combien de millions d'exemplaires dans le monde entier. Mais là, je l'ai senti, mais alors, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a semblé tellement évident. J'ai dit, mais c'est génial. Génial, car quand on est le seul à avoir raison et que les autres ont tort, on a effectivement de bonnes chances de réussir. Flair ou hasard chanceux, mystère. Pour Bernard Fixot, tout se passe dans l'inconscient, un peu à son insu. Les intuitions, vous ne les créez pas. Elles viennent de quelque chose qui, inconsciemment, rentre à l'intérieur de votre tête et vous fait réagir. Mais pour ça, il faut être curieux. Et surtout faire confiance à son intuition. En 1997, il lit un article sur Ingrid Betancourt, à l'époque totalement inconnue. Il décide de la publier alors qu'il n'a aucune raison logique de le faire. En France, c'est invendable. Et moi, je sais que ça va, que je vais y arriver. Eh bien, j'y suis parvenu. Si on a de l'intuition, c'est un don. C'est un don, c'est comme quelqu'un qui court vite ou quelqu'un qui est bon pour les maths ou bon pour le français. C'est un don. Un don pour certains, mais pas pour d'autres. Catherine Balance prétend que l'intuition est une faculté naturelle que l'on peut développer. Elle a créé un cours où elle aide les participants à en prendre conscience. Oui, l'intuition, ça s'entraîne. Il y a une Américaine qui avait écrit dans un livre, l'intuition, c'est comme un muscle. Il faut l'assouplir pour qu'elle soit de plus en plus fiable. Pour développer leur intuition, Catherine Balance demande d'abord à ses participants de se relaxer. Le but, abandonner ses réflexes de pensée, fonctionner de manière irrationnelle. Chacun trouve ensuite un partenaire et tente de deviner la pensée de l'autre. Bref, on joue aux devinettes, c'est aussi simple que cela. Donc c'est moi qui pense à une couleur. Ok. Et pendant que Geneviève pense à sa couleur, Viviane, à droite, doit la deviner. Pour cela, elle épie le moindre battement de cils. Ok. Vert. Oui. Étonnant qu'un simple jeu de devinette puisse développer un pouvoir aussi impalpable que l'intuition. Une forme d'intuition proche de la voyance d'ailleurs. Nouvel exercice proposé par Catherine Balance, faire décrire par l'un des participants une image cachée dans une enveloppe.
Dimitri suit cet atelier pour la 3e fois seulement. Il va essayer de visualiser cette image dans ses moindres détails. Toutefois, nous n'avons pas organisé cette expérience à laquelle nous assistons en tant qu'observateurs. Nous n'en maîtrisons pas les conditions et quel qu'en soit le résultat, il ne peut avoir valeur de preuve. À leur tour, Geneviève et Florence essaient de deviner le contenu de l'enveloppe, mais en vain. Seul Dimitri semble avoir quelque chose à dire. Moi j'ai vu un triangle, j'ai vu des dessins comme ça avec des formes qui ressemblent à des fleurs. J'ai vu des traits noirs qui barraient l'image, un bonhomme avec un chapeau de paille. J'ai vu des traits noirs sur le côté en biais, ça, 1 ou 2 ou 3 traits noirs, et puis un voilier. Bien, on va regarder cette carte. On donne un point à Dimitri. L'intuition peut-elle vraiment donner de si bons résultats avec un tel luxe de détails? Difficile à croire. Et à vrai dire, un exploit de cette sorte paraît vraiment trop beau pour être vrai. Alors que penser du trouble de Dimitri lorsqu'il s'agit d'expliquer cette performance? C'est vrai que je suis... quelque part, ça me touche, ça me bouleverse. Et il y a de quoi être bouleversé, car l'intuition se manifeste rarement de manière aussi éclatante. En fait, ceux qui viennent ici cherchent seulement à cultiver un petit plus pour améliorer leur quotidien. Solliciter son intuition, j'en ai parlé un petit peu ce matin, mais vraiment n'hésitez absolument pas à le faire. Parce qu'à partir du moment où vous la sollicitez, mais pour n'importe quoi, hein, quelle robe je mets ce matin, quel plat je mange à midi, d'écouter vraiment ce vers quoi vous êtes attiré le plus. Et la façon dont vous vous sentez bien après dans votre journée avec cette robe ou avec n'importe quel type de décision pas très importante à prendre, vous permet de voir comment votre intuition se manifeste. Le secret, s'écouter un peu plus. Être spontané, laisser parler une petite voix intérieure censée nous dicter des choix plus justes. Une méthode simple et facile, contestée par Christian Balico, docteur en psychologie. Je pense que toutes ces méthodes sont des méthodes quelque peu factices. On ne peut pas développer l'intuition de cette manière. On peut développer l'intuition de par le parcours qu'on a au cours de sa vie, les expériences auxquelles on a été confronté. Je parle en fait d'une sensibilité que l'on peut développer. Oui, mais voilà, pour certains, l'intuition est bien plus qu'une forme de sensibilité. Elle est réellement un 6e sens, une faculté paranormale que nous devrions développer. C'est le cas de Pierre Gaborio, guide de montagne en Haute-Savoie. Lors d'une excursion, une petite voix intérieure, comme il dit, l'aurait prévenu d'un danger imminent. Ce jour-là, il fait une mauvaise chute. Bilan, une vertèbre cassée et une semaine d'hôpital. Ça a changé fondamentalement le cours de ma vie au sens où, à partir de ce moment-là, j'ai senti que j'étais connecté en permanence que je pouvais me connecter en permanence avec mon intuition, avec cette petite voix qu'il y avait autour de moi. Si par moment il y a des choses que je ne sais pas faire ou qu'il faut que je fasse, ma petite voix me dit tiens, il faudrait que tu fasses ça. Et puis le cerveau gauche, il dit non, t'as pas besoin parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait trop froid, suivant la situation. Et très souvent, j'écoute pas ma petite voix. Je me plante parce qu'il fallait que je prenne la chose que ma petite voix me disait de prendre. Mais moi, il a fallu que je me prenne un gros coup de pied aux fesses pour arriver à le comprendre. Depuis ce jour-là, Pierre dit tout faire pour écouter sa petite voix. Il rencontre alors Sylvie Curiot, psychologue suisse, et partage avec elle les mêmes convictions. L'intuition, moi je vois ça comme une petite lanterne qui éclaire notre chemin. Hein. Quelque chose qui est une faculté, qui est au-delà de l'intellect, au-delà du mental, et qui nous permet de suivre la voie qui est la meilleure pour nous. Pierre, le guide de montagne, et Sylvie, la psychologue, décident alors d'organiser des stages d'intuition à la montagne, histoire de partager leur expérience avec les autres. En plein cœur de la nature, il serait plus facile de retrouver assez de spontanéité pour développer son intuition. Premier exercice. Les participants ont les yeux bandés et doivent se déplacer ainsi pour développer leur perception. Le but, ne plus réfléchir, laisser faire son corps, réagir de façon instinctive, presque animale, et découvrir de nouvelles sensations. J'ai décollé complet, quoi. C'est comme si je flottais, quoi. Moi, j'adore les oiseaux et là, j'étais un oiseau, quoi. Plus surprenant encore, tous les participants ressentent physiquement quelque chose d'inexplicable. Sur les 3 doigts là, ça me remontait des fourmillements, quoi, jusque là. Et au début, j'ai fait ça, quoi, en me disant, tiens, j'ai la circulation qui passe pas. Je me dis, il y a un truc, quoi.
tout de suite, là, sans, je sais pas, j'avais pas les mains qui étaient dans une position particulière, mais je me suis dit, tiens, ça picote. Au départ, j'ai ressenti vraiment d'en haut quelque chose qui m'arrivait ici, de presque un peu comme un battement. Puis tout d'un coup, j'ai eu cette vision, cette ouverture sur le monde, comme si un peu, c'était un flash, comme si un peu j'étais projetée presque hors de la matrice, quoi. Des flashs, des sensations étranges. D'après eux, la méthode semble favoriser l'apparition de phénomènes paranormaux. La plupart des médiums affirment que moins on réfléchit, plus on se trouve en mesure de deviner ce qui va arriver. Ici, on prétend de même que quand on laisse faire son instinct, loin de sa vie stressée, l'intuition se développe. Nous sommes tous les jours, tous, accrochés à nos branches. Hein, et que quelque part, on se rassure en prenant une petite prise à droite, une petite prise à gauche. On avance doucement comme ça. Mais parfois, l'impression, elle nous dit, mais lâche tes deux mains. Et c'est dur de lâcher les deux mains. Et c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, on dise non, je ne veux pas lâcher les deux mains jusqu'au jour où on soit vraiment confiant dans notre intuition et qu'on puisse se dire, ok, je lâche. Se plonger au cœur de la nature pour réveiller un pouvoir ignoré qu'on appellerait l'intuition. C'est là une croyance plus qu'une démonstration scientifique. Notre sixième sens, s'il existe, garde donc tout son mystère. Voilà, nous ont rejoint sur le plateau de Normal Paranormal Catherine Balance et Pierre Gaborio. Bonsoir. Bonsoir. Et également Gwenadou, qui est magicien. Bonsoir. Et qui va nous montrer que voilà, l'intuition, ça peut aussi être une technique. Hein. Mais on va d'abord revenir sur ce qu'on a vu dans le sujet. Catherine Balance. Je vous dire. D'accord, ben, j'imagine. Alors racontez-nous. Vous donnez des cours d'intuition. Ça veut dire que vous, j'imagine, vous avez de l'intuition. Non, alors l'appellation cours d'intuition, c'est pas exactement le terme. Racontez. Je donne des stages où on laisse complètement le fonctionnement cerveau gauche de côté, c'est-à-dire on essaie de plonger dans l'imaginaire, on plonge dans les devinettes, on essaie pendant une journée de fonctionner de façon complètement spontanée et sans réfléchir. Pour développer une forme d'intuition. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, ça fait 2 ans seulement que je donne ces stages, je me suis rendu compte que mes participants me disaient qu'ensuite ils s'écoutaient davantage et qu'ils suivaient un petit peu plus leur petite voix intérieure et pour certains des choix extrêmement bénéfiques, comme quitter son travail, bien que ce ne soit pas des choses que je conseille de faire en faisant un stage. Sur ce qu'on a vu au début du reportage, c'est vrai qu'on vous l'avoue, ça nous a paru hallucinant de voir que quelqu'un était capable, en se concentrant et en faisant appel à un sens qu'on connaît a priori pas beaucoup, de deviner ce qu'il y avait sur cette carte. Alors on n'a pas pu tout nous contrôler, vérifier, mais... Alors, vous étiez pas là pendant le tournage, mais moi, on m'a fait refaire au moins 5 fois, le caméraman m'a fait refaire au moins 5 fois, battre les cartes sans les regarder, les mettre dans des enveloppes. Je ne savais même pas quelle carte était dans une enveloppe, et de là, on est allé directement les porter. Donc je veux dire, les participants pouvaient... Il n'y avait aucun trucage. Docteur, racontez-nous. Il y a plusieurs choses. Donc l'intuition, c'est quand même la connaissance de soi, c'est-à-dire se connaître soi, pour pouvoir soit prendre une décision, soit... Et se connaître soi, c'est connaître tout ce que l'on a appris, mais aussi tout ce que l'on a pu percevoir sans forcément en avoir été conscient. Donc des odeurs, des images, des perceptions du toucher. Bon. Tout cela, on l'engramme, on le garde, et puis... Quand on doit prendre une décision, eh bien, il y a quelque chose qui revient. Et tout le travail de recherche sur soi-même, c'est de travailler l'intuition. S'il y avait un sixième sens, ce serait celui-là. C'est se connaître soi-même. D'accord. Mais de là à deviner une couleur... Alors là, il y a un saut que je ne suis pas prêt à franchir. D'accord, d'accord. Donc vous, deviner une couleur dans la pensée de l'autre ou deviner ce qu'il y a dans une enveloppe? Ça me paraît quand même particulièrement difficile, pour ne pas dire impossible. Je suis d'accord, c'est difficile. Or, statistiquement... c'est difficile, mais c'est vraiment intéressant parce que tout le monde fait un plongeon dans un univers absolument inconnu, et pendant ce temps-là, il n'est pas en train de réfléchir. Et plus on... Sur un jeu de cartes, il y a une chance sur 32. Ça vous paraît pas, vous, énorme de deviner ce qu'il y a dans une enveloppe ça me paraît énorme. De percer la pensée de l'autre? Mais si, je trouve ça extraordinaire. Ce qui s'est passé là avec Dimitri, c'était extraordinaire. Je n'avais jamais eu quelqu'un qui me donnait autant de précision sur une carte. C'était la première fois. Pierre Gaborio, alors vous, c'est encore autre chose, et c'est assez intéressant, parce qu'on l'a vu dans le reportage, vous parlez d'une petite voix. Justement, je viens d'abord reprendre 2-3 choses qui ont été dites dans le reportage et sur ce plateau. L'intuition, nous l'avons tous, et je ne suis même pas d'accord avec le docteur, dans la mesure où c'est quelque chose qui n'est pas dans notre construction, c'est quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Alors cette notion de petite voix, moi je le relierais à des notions d'énergie qui sont autour de nous. Une fois, je racontais au cours du tournage, et je suis passé devant un magasin à Bonneville, une ville près de chez moi, qui était fermé depuis des années, qui était un magasin de sport avant, et en passant devant, j'ai eu le mot musique qui est venu.
15 jours après, je repasse devant, c'est un magasin de musique et c'est ouvert. Et en passant devant, elle me dit, mais ça va être un magasin de musique. Et point. Je dis, il ne faut pas non plus chercher à tortiller. Et pourtant, ce n'est pas dans mon inconscient, ce n'est pas dans quelque chose que j'ai ressenti, c'est un magasin de sport avant. Alors, cette petite voix, par exemple, vous pensez que c'est votre capacité, mais tout le monde l'a, et si on faisait un petit peu d'effort sur nous-mêmes, on pourrait avoir une petite voix qui nous alerterait des dangers et des bonnes décisions à prendre. Absolument. Moi, je connaissais ce saut dans la cascade. Je savais très bien où il fallait sauter, comment il fallait prendre l'impulsion. C'est un saut assez technique, il faisait 12 mètres de haut. Je savais comment le faire. Tout mon conscient savait comment le faire. J'avais déjà sauté 2-3 fois. Seulement, ce jour-là, il ne fallait pas que je le fasse pour justement que j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Je me souviens, pendant cette demi-heure, c'était une lutte permanente entre mes deux cerveaux. C'était incroyable. Oui, mais enfin, le simple fait de dire « je vais lutter pendant une demi-heure pour savoir si je saute ou je saute pas », moi, j'aurais pas sauté. Hein. J'ai pas dit « je vais lutter », j'ai dit à partir du moment où j'ai pris cette... Je vous propose maintenant de laisser œuvrer Gwen Adou, parce que Gwen Adou, il est venu de temps en temps, une fois déjà dans cette émission. Alors, il est magicien, hein, donc il y a une intuition, mais il y a aussi beaucoup de technique dans un travail de magicien. Gwen, je vais vous laisser travailler, il va nous montrer que finalement, voilà, sans faire appel à son intuition, mais à une forme de talent différente, on peut aussi obtenir des résultats assez troublants. Je vais faire appel justement à l'intuition des invités. Alors pour cette expérience, je vais utiliser des symboles que tout le monde connaît. Allez-y. Puisque je vais utiliser un jeu de cartes, un jeu de poker, un jeu de 54 cartes. Et je vais vous demander, Catherine, de choisir une carte, mais sans la regarder. D'accord ? Contrairement à ce qu'on pourrait faire si on faisait un tour de magie classique, là c'est plus du mentalisme en rapport avec la télépathie. Vous ne la regardez pas et simplement vous la laissez dans le même sens pour ne pas la regarder. J'ai retourné le jeu, vous la remettez retournée comme ça, dans le milieu du jeu à peu près. Voilà, dans le jeu, à l'intérieur du jeu. Parfait. Vous avez donc intuitivement choisi une carte qui a été remis dans le jeu. Je ne connais pas cette carte. Je vais simplement retirer le joker puisqu'il ne compte pas parmi les 52 cartes d'un jeu. Ce n'est pas tout à fait une carte classique. Et je vais maintenant vous demander de sceller l'étui. Je dois avoir des petites gommettes quelque part. Donc, vous allez fermer le jeu, Gwen. Des petites gommettes. Allez-y, appliquez-la vous-même sur la fermeture. Pour plus de sécurité, je vais vous demander de mettre le jeu dans l'enveloppe. L'enveloppe, je vais la cacheter de la même manière. Comme elle est autocollante, pas besoin de gommettes. Et puis j'ai prévu ensuite une petite boîte transparente. Voilà. Vous glissez tout ça dans la boîte. Le jeu de cartes qui est dans l'étui, qui est dans l'enveloppe, qui est dans la boîte. Voilà, toutes ces conditions, simplement, c'est une sorte de mise en condition. Je n'ai pas commencé à faire parler votre intuition, c'est simplement une mise en condition devant témoin. D'accord, on a la carte a été choisie de manière la plus intègre possible. Voilà. Maintenant, je vais vous demander de mettre en œuvre votre intuition. Votre intuition, on va voir si vous avez de l'intuition. Ça va être de capter cette image. Donc on va faire un peu comme dans le reportage, on va commencer par une couleur. Donc je vais claquer des doigts. Quand je vais claquer des doigts, sans réfléchir, vous allez me donner une couleur, celle que vous voulez. Attention. Noir. Bien. Noir, ça veut dire que vous avez sélectionné soit du pic, soit du trèfle. D'accord ? Quand je reclaque des doigts, vous me dites pic ou trèfle. Attention, pour l'instant, vous pouvez réfléchir, mais maintenant, vous faites un choix. Parfait. Maintenant, dans un jeu de cartes, il y a des cartes basses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va être les cartes basses, et les hautes, au-dessus du 7, on va dire 8, 9, 10, valet, dame, roi. Donc, je vais claquer des doigts. Quand je claque des doigts, vous me dites si vous voulez garder les hautes ou les basses. Hautes. Et maintenant, donc, je claque des doigts, vous me dites une valeur. Valet. Ce qui nous amène au valet de trèfle. Valet de trèfle. Valet de trèfle. Alors le plus long, ça va être de déceler. Déceler alors la boîte. Bah, allez-y, on a quand même quelques secondes. Je ne vous ai pas demandé quoi que ce soit avant le début de l'émission. C'est bien votre marque. Je pense on est bien au niveau du gros plan. Voilà, allons-y. Je vais essayer d'aller tout doucement. Moi, mon intuition ne me dit pas si vous avez eu du flair ou pas. Voilà, elle est là. Allez-y, prenez-la vous-même. Regardez-la, montrez-la et même à la caméra avant de me la montrer. Bah, écoutez, bravo docteur. C'est le valet de trèfle. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir dit valet de trèfle. Sinon, ça n'aurait pas marché. Bonne intuition, docteur. Alors encore une fois, je le précise, le docteur n'a pas forcément une intuition très développée. C'est Gwen Adou qui est un magicien. Comme quoi, il peut y avoir des trucs, sans vouloir. ça peut arriver. Merci à tous les deux de nous avoir fait part de votre réflexion et du fait que vous pensez qu'on peut développer son intuition, sa petite voix. Tout dépend comment on l'appelle. Gwen, on se retrouve. Voilà, c'est la même chose. On se retrouve tout à l'heure. Nous allons maintenant aborder un thème particulièrement controversé, l'astrologie. Pour certains, c'est une science. Pour d'autres, une simple croyance qui n'a aucun fondement sérieux. Mais bien sûr, tout le monde connaît son signe astrologique et il est très difficile de résister à la lecture des horoscopes dans les journaux. Mais fidèle à notre tradition, nous avons voulu tenter une expérience et savoir si notre thème astral influençait vraiment notre vie amoureuse. Nous avons donné à Mariella Madonna, une célèbre astrologue, le nom
la date de naissance de 3 hommes et de 3 femmes. Son défi, puisqu'elle l'a accepté, reconstituer les couples alors qu'elle ne les connaît pas et plus encore, qu'elle n'a jamais vu leur visage. Regardez. Astrologue à la télévision et à la radio, Mariella Madonna est l'une de ces voix que nous écoutons, sceptiques ou pas, et qui nous avertissent au jour le jour des événements à venir. Pour les béliers, il est profitable d'aller à une invitation qui vous sera proposée durant cette journée. Vous rencontrerez quelqu'un de particulièrement charmeur et charmant. Elle a consacré sa vie à l'astrologie, voie royale selon elle, pour connaître notre destin. Une bonne astrologue, c'est quelqu'un qui sait, comme un médecin, comprendre comment est fait l'autre, comment il fonctionne et qui va lui apporter des outils. Une date et un lieu de naissance lui permettent de calculer la position des étoiles et des planètes le jour de notre venue au monde. Cela suffirait à prédire notre personnalité, nos goûts et les événements de notre vie. Pour nous en convaincre, Mariella a accepté de le démontrer devant nos caméras. Nous lui avons donc confié la date, l'heure et le lieu de naissance de 6 personnes. 3 hommes et 3 femmes. Ces jeunes gens forment 3 couples. Mariella ne les connaît pas et elle ne dispose d'aucun indice sur eux. Pourtant, elle va tenter, en se basant uniquement sur les signes astrologiques, de reconstituer les couples. Ce que j'ai pu en voir, c'est que le thème de Anne pourrait s'harmoniser, je dis bien pourrait, avec celui de Romain. On peut dire que ce sont des personnes, un duo qui serait sur la même longueur d'onde, avec un bon potentiel d'énergie qui permet d'avancer, d'aller de l'avant et en tout cas de faire progresser le couple en dehors de la routine. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces 2 personnes sont ensemble, attention. Celui de Marcel, éventuellement avec Christine, si ces 2 personnes étaient ensemble, je pense que ça pourrait donner une bonne combinaison, en tout cas d'un couple qui joue la carte de la durée. Et pour terminer, nous avons l'association de Jérôme avec Laure. C'est un homme là qui est plutôt réservé et qui, pour s'épanouir, a besoin de cette femme qui est communicative, qui est loyale, qui est droite et qui a un sens de la famille pour canaliser justement la relation de couple. Il y a exactement 9 couples possibles. Difficile de deviner les bonnes solutions, d'autant que Mariella n'a pas eu l'occasion de voir nos témoins. Nous saurons bientôt si Anne est mariée à Romain, Christine à Marcel et Laure à Jérôme. Mariella Madonna, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, puis d'avoir tenté l'expérience. Alors, je le rappelle, on le dit dans le sujet, vous n'aviez au départ que des prénoms et des dates de naissance. C'est pour l'ascendant, c'est ça? C'est important, c'est la base essentielle de l'astrologie, en fait. D'accord. L'association de la date, de l'heure, du lieu de naissance nous donne le thème astral, c'est-à-dire la configuration planétaire sous laquelle la personne est née. Là où il y a eu complication, si vous voulez, c'est de demander à une astrologue de faire en fait le travail d'une voyante, à savoir de deviner qui est avec qui. Dans quelques instants, vous allez découvrir le résultat de l'expérience. Alors je vous le rappelle, 3 hommes, 3 femmes, 6 thèmes astro et rien d'autre. Mariella Madonna doit reconstituer les couples. Le résultat, juste après la pub. Nous verrons dans quelques instants si l'astrologue Mariella Madonna a réussi à reconstituer les 3 bons couples parmi nos 6 témoins. Elle tentera aussi de décrire leur vie et leur caractère grâce à leur thème astral. La Lune aurait une influence puissante et bénéfique sur nos cheveux et notre santé. Ceux qui y croient affirment avoir constaté d'étranges phénomènes. Encore plus étrange, la pleine Lune a la réputation de rendre fou, de susciter crimes et accidents. Enquête avec les pompiers de Paris sur le côté sombre de la Lune. Les sourciers détecteraient des sources avec précision grâce à ce qu'ils appellent leur magnétisme. Un sourcier relève notre défi, prouver qu'il s'agit d'un vrai pouvoir paranormal et non d'une illusion. D'après Sylvie Jumel, magistrat et haut fonctionnaire, certains hommes politiques français feraient appel à des sorciers pour gagner des élections. Enquête sur des témoignages hautement sensibles. Voilà, retour sur le plateau de Normal Paranormal avec Mariella Madonna. Alors Mariella, je vous le rappelle, juste avant la pub, vous l'avez vu, elle va essayer, dans le reportage que vous allez voir, de reconstituer 3 couples. Vous aviez 6 thèmes astro, 6 prénoms, 3 hommes, 3 femmes, uniquement ces informations-là, pas de photos. Et donc l'objectif, c'était de reconstituer les couples. Alors regardez, tout de suite le résultat de l'expérience, et puis Mariella, on en reparle avec le docteur juste après. Regardez. Grâce aux signes astrologiques,
Mariella Madonna prédit que Anne est mariée à Romain, Christine à Marcel et Laure à Jérôme. En se fiant uniquement au hasard, elle a environ 10 chances sur 100 de réussir. Et c'est pourtant un succès. C'est pas vrai? Si. Non. Si. C'est vrai? Oui. Bon, je suis assez étonnée parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut effectivement associer des gens qui ne sont pas ensemble, surtout que je ne connais pas les couples, je ne les ai jamais rencontrés, je ne les ai pas eus au téléphone, je ne sais pas du tout physiquement qui ils sont et quel est l'émotionnel qui se dégage de ces personnes. À présent, l'astrologue va tenter de confirmer son premier succès en déterminant la personnalité de nos 6 témoins. Elle décide de commencer par Laure et Jérôme. Ils ont 30 ans tous les deux et sont mariés depuis 1 an. Je dirais que je suis assez sociable, assez spontanée. Lui, il est beaucoup moins spontané, il est plus réservé, il intériorise beaucoup plus les choses. Si Laure est plutôt extravertie, Jérôme est réservé. Qu'en pense Mariella? Jérôme a un caractère réservé, a certainement une forme de timidité durant l'enfance et un côté extrêmement secret. Donc à la base, c'est un personnage plutôt renfermé, alors qu'elle est communicative, directive, ouverte et une priorité, disons, quand même sur le plan de son foyer. Salut! Ça va? Ouais, tiens, rentre, Jérôme. Je pense que c'est un couple qui aurait envie peut-être de partir vivre dans un pays étranger et de construire leur vie à un moment donné sur des bases plus exotiques. Ce qu'on aime bien faire ensemble, c'est faire des voyages. Sinon, souvent, comme ce soir, on reçoit des amis. On aime bien être entouré, qu'il y ait plein de gens autour en permanence, donc que les gens viennent à l'improviste, débarquent. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Il y a encore 2 paires de chaussures qui traînent dans le salon. Moi, je suis adepte des colères froides, genre je ne peux pas parler pendant à peu près 3 jours, mais vraiment. Exactement, ouais. Et Laure est incapable de le faire. Non. Donc ça monte, et 2 minutes après, à la limite, le motif de la dispute est déjà oublié. Non mais si, je vais le faire. Lui boudeur, elle non. Mariella tente de décrire ce que peuvent être les conflits entre Laure et Jérôme. Alors, lorsqu'il y a des conflits, la manière de les vivre chez lui, elle sera beaucoup plus intériorisée. Il va en faire une analyse personnelle. C'est un peu un psychanalyste qui s'ignore. Et chez elle, eh bien, elle va, par contre, tout de suite réagir. Il faut avouer que l'analyse de Mariella est assez juste. Seul oubli toutefois, mais de taille. Elle n'a pas relevé l'origine des tiraillements dans le couple, le caractère très ordonné de Jérôme face à la décontraction de Laure. Marcel et Christine, eux, se sont connus il y a 18 ans. Ils vivent en région parisienne, ils ont 3 enfants. Leur couple, en fait, est un couple qui s'est construit dans l'originalité. Et il y a eu un côté un peu secret, un peu ambigu. Un des deux devait être avec quelqu'un au moment de leur rencontre. Autrement dit, Mariella prétend, d'après l'étude des thèmes astro de Marcel et Christine, que l'un des deux était pris lorsqu'ils se sont rencontrés. Moi, j'avais 16 ans, oui. Lui, il avait 29 ans. Non, 28. 28 ans, et il était marié. Moi, je suis amoureuse, très passionnelle. C'est l'homme de ma vie et voilà, quoi. Il n'y en aura pas d'autre. C'est clair dans ma tête. C'est vraiment, quand on dit c'est la destinée, ça ne peut pas être autrement, c'est irréversible. Et il y a un espèce de conditionnalisme dans cette relation qui ne pouvait pas ne pas exister. À présent, quelques prédictions sur le caractère. Marcel, il a effectivement l'association de 2 éléments, puisque son signe est un signe hyper émotionnel, sensible, et soutenu par cet ascendant bélier qui lui donne parfois la pulsion, l'instinct, et le côté protecteur doit lui donner un côté très jaloux, très entier. Il est assez jaloux, bien qu'il se soit calmé quand même, mais bon, il reste toujours assez jaloux. Et ce que je lui reprocherais le plus, c'est qu'il est trop impulsif et assez lunatique. Où sont tes assiettes, là? Écoute, tu vois, si tu avais l'habitude, tu le saurais, ce qu'on a. Donc, tous les deux au quotidien, c'est assez chaotique. Hein. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Quand c'est les bas, c'est très très bas. Et quand c'est les hauts, c'est très très haut aussi. Ça passe d'une extrême à l'autre. Donc ça peut
rejoindre l'amour comme la haine, en fait. Ça aurait pu être un couple, allez, on va dire, puisque le prénom s'y prête, Marcel Cerdan, Édith Piaf, la tourmente, à la fois la force, à la fois la pulsion, la colère, la jalousie, et à la fois la fragilité, la faiblesse de Christine, dans un émotionnel qui est un peu désordonné. Encore une fois, Mariella semble avoir décrit fidèlement le caractère de Christine et Marcel, ainsi que leur relation passionnelle. Nous lui présentons maintenant le cas de Anne et Romain. Ils viennent de se marier, elle a 30 ans, il en a 25. Quant au caractère... Anne a la tête sur les épaules, elle est sûre d'elle à 90%. Anne, eh bien là, alors, c'est assez surprenant parce qu'elle a un caractère extrêmement fort, puissant, volontaire, ambitieuse. C'est une femme qui sait vraiment ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas, on va dire. Alors, concernant Romain, ses traits de caractère, je crois que c'est la personne la plus terrienne que je connaisse. Quelqu'un vraiment les pieds sur terre, qui aime bien être droit, qui n'aime pas les détours, qui est très sain dans sa tête. L'un et l'autre, si vous voulez, ne veut pas que quoi que ce soit leur échappe. Hein. C'est très cadré, très construit, très structuré. Alors, ce couple fonctionne à partir d'éléments complètement rationnels. Ce qui m'énerve chez Anne, c'est souvent le fait de toujours avoir raison. Ce qui est rarement le cas parce que moi aussi j'ai souvent raison également. Mariella a-t-elle vu dans les thèmes cette opposition entre Anne et Romain? Ce sont deux énergies très puissantes qui s'affrontent et donc il peut y avoir souvent des rapports de force parce que l'un et l'autre veulent avoir raison. Des rapports de force donc, mais aussi des points communs. Voilà, comme sur les photos de mariage. On s'est retrouvés assez étrangement, je ne pensais pas en avoir autant, mais sur certaines valeurs, une certaine idée de la morale, des valeurs du couple. En fait, on s'est révélé assez traditionnel. Et voici ce que Mariella en pense. Le couple est sur pratiquement la même longueur d'onde et peut partager en commun le côté traditionnel et conservateur. Je pense qu'ils se retrouvent parfaitement bien, en tout cas en ce qui concerne le thème. Une fois de plus, les informations livrées par l'astrologue sont plutôt troublantes. Elle n'avait pourtant que bien peu d'indices. La date, l'heure et le lieu de naissance de nos témoins. C'est donc apparemment un succès, même si cela ne suffit pas à rejeter complètement l'hypothèse du hasard. Bon, alors c'est vrai que nous, on a été plutôt troublés de l'exactitude de certaines choses. Alors, première chose, déjà, le fait d'avoir réussi les couples, on l'a dit dans le reportage, vous aviez une chance sur 10, même vous accréditez la thèse du coup de chance, un peu quand même. Je dois dire, si vous voulez, j'ai recherché non pas les points très forts et très positifs, le côté fleur bleue d'une histoire d'amour, j'ai cherché justement les gens qui pouvaient s'attirer par des caractères, par des forces, par des faiblesses et par des défauts aussi. J'ai recherché cela et il s'avère que je suis partie dans le bon discours. Bon, voilà. Donc c'est vrai que là, vous l'avez dit, on est à la limite de l'astrologie et de la voyance. En revanche, ce qui est très clairement de l'astrologie, c'est les caractères. Et là, vous êtes souvent tombé juste. Docteur, vos réactions en voyant que Mariella, en analysant une carte du ciel, arrive à dresser un portrait Enfin, l'influence des astres, moi je n'y crois pas. Alors, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien par rapport à l'astrologie. Mon hypothèse, c'est qu'il y a une sorte de préformatage. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un qui est enceinte, ah bah oui, ça va être un Verseau, ça va être un Bélier, c'est-à-dire qu'avant même qu'il naisse, on va lui donner déjà des caractères. Et donc on imprime une manière comme ça de réagir par rapport à l'enfant à naître. Est-ce que vous croyez à ça, Mariella? C'est que depuis la naissance, on dit mais oui, mais toi t'es Bélier, toi t'es Bélier, toi t'es Poisson, et du coup ça nous influence en quelques phrases, que l'on adhère ou pas. Moi je ne cherche pas à convaincre. Il y a assez de gens qui s'y intéressent. Je ne cherche pas du tout à dire il faut absolument y croire. Le fait qu'on soit conditionné, vous n'y croyez pas? Mais non, pas du tout. Pour aller un peu plus loin, Mariella, il y a dans les loges ici, des témoins. Personne ne les connaît ici, même pas moi. Vous avez juste leur date de naissance. Ah là, on m'a communiqué, c'est les deux personnes là, dont vous vouliez parler. Voilà. Oh oui, c'est amusant. Alors j'ai ici donc le thème d'une personne qui est née le 22 décembre. C'est cette personne qui... 22 décembre, c'est bien la personne qui est dans les loges?
Absolument. C'est ça. C'est cette personne-là. Donc il s'agit d'une personne qui est née le 22 décembre 77 à 4h10 et qui a effectivement un thème qui va plutôt vers l'introversion avec une puissance dans le caractère très très forte, un côté un peu solitaire. On retrouve dans sa vie passée et dans sa jeunesse une forme de solitude et oui, parfois bien vécue, qui lui a permis de s'isoler, de s'intéresser à la littérature. Et on retrouve aux environs des années 90 une grande remise en question de sa vie, des déceptions, peut-être des trahisons, des changements, un grand tournant de l'existence se situe dans cette période-là. Voilà. Alors bon, on va vérifier, parce que l'avantage c'est qu'elle est là. Elle est 2 étages au-dessus, mais vous l'avez jamais vue, moi non plus. Est-ce qu'elle nous entend? Allô? Oui, oui, je vous entends très Voilà, bien. alors bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez entendu ce qu'a dit Mariella? Oui. Alors, je ne connais pas votre prénom, donc en plus je vais vous demander votre prénom. Émilie. Comme ça, à chaud, qu'est-ce que vous inspire ces informations? Alors, le début, sur la solitude, etc., c'est tout à fait vrai. Quand j'étais jeune, j'étais assez seule, effectivement. J'ai pas mal lu aussi. Ceci dit, j'ai pas très bien compris l'histoire du tournant des années 90. Visiblement, vous auriez eu une grande remise en question, c'est ça? Ce que je voulais dire, Émilie, c'est que cette période, en fait, 90, 91, 92, était marquée par des planètes lentes en astrologie. Et il y a eu certainement autour de cela quelques déceptions ou un changement soit de lieu, de ville, de maison. En fait, je vous vois complètement vous reconstruire à partir de cette période. Émilie? Très précisément. Ça vous dit quelque chose, vers 13, 14 ans? C'est pas mal, effectivement, parce qu'il y a eu un truc assez... il s'est passé quelque chose de troublant. Oui, c'est ça, il s'est passé... Docteur, vous analysez ce qu'a dit Mariella. C'est-à-dire qu'on pourrait passer... Et qu'il y aura plus d'une personne qui se reconnaîtra dans ce discours. Oui, mais là, on ne s'adresse pas, excusez-moi, à 500 personnes, on s'adresse à une personne en particulier. J'entends bien, je dis mais pas ce qui veut dire que ce discours 100%. peut être entendu par beaucoup de gens. Monsieur, quelqu'un qui, durant les années 90, 91, 92, mais écoutez, à 13, 14 a eu ans, la présence... Oui, mais à 13-14 ans, s'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un problème. Non, mais attendez, l'adolescence est peut-être marquée par des problèmes familiaux. Peut-être que c'est Uranus, mais peut-être c'est aussi non, mais je dis pas que un changement Uranus, corporel qui me semble plus important qu'Uranus. C'est sous cette configuration qu'il y a eu effectivement, comme par hasard, on va dire, des événements un petit peu difficiles à assumer. Voilà. Alors, mais je crois que c'est à la personne de répondre. Normalement, je suis assez sceptique et je suis d'accord que le discours peut s'adresser à 500 personnes, etc. Ceci dit, bon, il se trouve que sur l'idée de la solitude, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise beaucoup. D'accord, donc sceptique, mais voilà, un petit peu troublé sur un élément. Merci, Émilie, d'avoir tenté cette expérience. Elle est très agréable de vous écouter seulement parce que moi, je ne vois pas. Mariella, la deuxième personne est en place. Alors là encore, vous avez très peu d'éléments, juste la date et l'heure de naissance. Allez-y. Alors là, j'ai un thème devant moi d'une personne qui serait plutôt, je dirais, épicurienne. Quelqu'un qui aime les plaisirs aussi bien de la table, les plaisirs de la vie, qui est assez rationnel de nature. En fait, qui a une espèce de contradiction. Se veut être de l'autre côté.
Ça, je confirme. Je confirme. Et sinon, comme autre élément, c'était... Vous aimez être entouré, vous avez... La vie de famille, c'est très important pour vous? Oui, et c'est pour ça que je suis encore célibataire, bien sûr. Est-ce que vous aimez être entouré? Est-ce que vous avez un réflexe de bande Sens de l'amitié, sens de l'amitié, certainement. Oui, vrai. Je ne suis pas plus entouré que d'autres personnes. Non, mais enfin, vous avez le sens de l'amitié, vous n'êtes pas un grand solitaire comme la personne que nous avons eue tout à l'heure. Vous êtes quelqu'un de très sociable, qui a aimé vous retrouver autour d'une bonne table. Arnaud Je pense que c'est quand même un peu ça, votre personnalité. C'est vrai que ça... Docteur, je vous laisse y aller. Vous aussi, docteur, ça vous voulez dire? Je me reconnais dans cette description aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisamment informatif et suffisamment resserré. Pardon? La prise de poids, faites gaffe. Certes. Et je pense que la précision peut venir de l'interaction entre la personne qui dit un texte et qui voit quelle est la réaction et qui se réajuste, qui avance comme cela. Mais scientifiquement, en tous les cas, l'influence des astres sur notre personnalité, ça n'a jamais fait l'objet de recherche. Ça n'a pas fait de preuve pour l'instant. Alors peut-être que dans une dizaine de décennies ou même avant, on aura d'autres renseignements. Mariella, merci d'avoir tenté cette expérience avec nous. Invité, Docteur, on enchaîne, on va passer au sujet suivant. Je vous propose maintenant d'aborder un thème qui reste toujours aussi mystérieux, les sourciers. Ces hommes qui, à l'aide de simples baguettes, sont capables de trouver des sources d'eau, parfois situées à des... À plusieurs centaines de kilomètres de chez lui, en la réalité de ses pouvoirs. Cette expérience on va pouvoir affiner avec ça et ensuite j'utiliserai le corps et le pendule. Donc lorsque je vais pouvoir mesurer une onde, mon pendule va se mettre à girer dès que j'ai une réponse par rapport à un signal que je cherche. Première étape, l'inspection très attentive du sol. Difficile de savoir ce qu'il recherche, mais chaque détail du relief semble compter. Donc là maintenant, je vais attaquer la recherche d'eau. Donc là, on va essayer en quadrillant la zone. Le mouvement des ondes magnétiques. S'il y a effectivement de l'eau sous ses pieds, sa baguette va se mettre à vibrer de manière infime dès qu'il passera au-dessus d'une source. Là, bon, là ici, j'ai quand même déjà un débit intéressant. Si on veut avoir de l'eau sûre, il faut qu'on la cherche ici.
la contraction légère des muscles, par exemple, de ses bras, de ses avant-bras ou de ses mains. Cette contraction serait amplifiée par la baguette. Et là, il détecterait donc le cours d'eau souterrain. Il n'est pas encore prouvé que ces aimants nous permettent de ressentir des champs magnétiques. Mais si c'était le cas, tout le monde pourrait devenir sourcier. Grâce à cette jeune femme, nous allons tenter une petite expérience. Gilbert va lui enseigner son art et elle essaiera à son tour de localiser un point d'eau. Bonjour. Bonjour. Gilbert. Hélène. Ok. Donc là, la démarche, vous visualisez de l'eau, donc ce qui se passe dans le sous-sol. Et maintenant, vous allez avancer, mais tout en cherchant de l'eau. Maintenant, vous laissez aller complètement. Et vous essayez d'imaginer qu'il y a de l'eau là en dessous. Et qu'à la limite, vous essayez de sentir l'eau. Mais pas sous forme, si, vous pouvez sentir, voir un ruissellement, vous fermez les yeux, et vous essayez d'imaginer, de visualiser de l'eau qui coule dans la terre. Qu'est-ce que vous sentez là? Rien. Vous sentez que vous partez légèrement en arrière? Visiblement, Guylaine ne ressent rien. Mais Gilbert persiste. Alors qu'il connaît la jeune femme depuis quelques minutes, il prétend déjà qu'elle a un don. Il pense maintenant qu'en lui donnant La technique. Alors c'est vrai que ce qui nous a troublé, c'est pas tellement que vous trouvez de l'eau, parce que comme vous avez dit, à un moment ou un autre, elle finit par jaillir. En France, en tous les cas, c'est souvent le cas. C'est que, voilà, vous avez, en tapant du pied, c'était franchement troublant pour nous, été capable de trouver la profondeur, 55 mètres. Alors, vous étiez, vous, surpris du résultat ou c'est infaillible votre technique de... J'étais quand même pas sûr de moi puisque c'est pas ma région. Ça, il faut reconnaître qu'un sourcier, c'est quelqu'un qui a un lien intime avec la terre. Donc, il va avoir un résultat, une sensibilité qui va être affûtée par rapport à sa région. Et comment vous avez fait pour trouver, pour deviner cette profondeur? Pour la profondeur, simplement, on mentalise. On va chercher en mentalisant, on descend palier par palier. Alors bon, dans nos régions, en Alsace, on fait beaucoup plus mètre par mètre, puisque l'eau, on va la trouver entre 2,50 m 15 mètres maximum. Quoi. Ben là, à Uzès, j'ai vu que 15 mètres, j'avais rien, très loin. Donc je suis parti par palier de 10 mètres. Et juste en réfléchissant, vous vous rendiez compte que l'eau était très profonde. Voilà. J'avais aucun résultat. Docteur, c'est vrai que nous, on a très sincèrement surpris. Est-ce que ça vous surprend, vous? Non, ça me surprend pas, parce que être sollicité, donc, que ce soit l'expérience utile, que par le mention, c'est là moi, je suis pas sûr. Des tremblements de terre,
que les ambulances sont prêtes. Hein. Ok, tout va bien. Donc, normalement, c'est dans celle-là qu'il y a l'acide. Je pense. Et je ne vais pas vous faire goûter, ni goûter moi-même. Non. Mais j'ai prévu, en plus du morceau de papier, mais cette fois-ci une réaction un peu plus violente, puisque j'ai préparé un peu d'ammoniac ici, qui est donc une base. Et là, si on mélange une base avec un acide, on a une réaction chimique. D'accord. Un peu comme l'usine à Toulouse qui a explosé. Donc faites attention, parce qu'on va avoir une réaction normalement assez violente. Ouais. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, donc c'était un peu, voilà, c'est un peu de l'acide. Alors, je précise, hein, vous pouvez vous rasseoir, Gwen, merci, que bien évidemment, si les enfants nous regardent, vaut mieux éviter de tenter ça chez soi, parce que franchement, Gwen est un magicien, encore une fois, et il a une vraie technique pour ça, mais bien évidemment, il ne faut jamais prendre ce risque à la maison. Voilà. Pour conclure, docteur, hein, sur l'eau, bon là on a vu, on est encore capable avec un peu de technique de trouver l'eau. Malgré tout, hein, sur les sourciers, la science est un peu perplexe parce qu'à l'évidence, on a fait appel à eux et à l'évidence, ils obtiennent des résultats. Tout à fait. Donc il y a un doute. Pour l'instant, nous ne connaissons pas. Peut-être que dans quelques années ou dans quelques décennies, on aura une explication. Bon, on reste dans le paranormal, dans l'irrationnel. Encore une fois, dans la mesure où il n'y a pas de nuisance de soi-même ou de l'autre, qu'il continue à trouver de l'eau. Bon. Monsieur Crispin, merci. Merci beaucoup. Gwen, merci. Je vous propose de passer donc au sujet suivant. Nous allons parler des pouvoirs de la Lune. Pour beaucoup, la Lune n'est qu'un astre situé à 350 000 km de la Terre et qui a juste une influence sur les marées. Pour d'autres, la Lune aurait un véritable pouvoir sur notre corps et sur notre comportement. Cela aurait des effets parfois négatifs, mais parfois aussi très positifs. Nous avons retrouvé des gens qui croient au pouvoir mystérieux de la Lune et qui l'utilisent régulièrement. Voici leur recette. Les pouvoirs de la Lune, un reportage de Sylvie Alonno. La Lune ferait pousser les cheveux plus vite et plus fort. Vrai ou faux? C'est en tout cas une croyance très répandue. Au point qu'à Paris, des coiffeurs ont eu l'idée d'installer leur salon sur le trottoir les soirs de pleine lune. Au départ, c'était à travers une de mes clientes qui venait tout le temps se faire couper les cheveux pendant le jour de la pleine lune. Et je me suis dit, elle est complètement barge. Et après, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai fait des tests et j'ai obtenu aucun résultat. Au début, en effet, aucun résultat. Les cheveux ne poussent pas mieux ni plus vite. Jusqu'au jour où il comprend son erreur. Un ami lui révèle qu'il ne suffirait pas de couper les cheveux le jour de la pleine lune, mais sous ses rayons. Et il m'a convaincu que c'était la nuit qu'il fallait traiter, que c'était pas dans la journée, parce que dans la journée, il n'y avait aucun effet bénéfique de la lune. Vous savez que je suis un peu comme Saint Thomas, moi je crois, qu'est-ce que je vois. Hein. Effectivement, je vois le cheveu, il change quand il est coupé entre 22h et 6h du matin pendant cette nuit. Certaines clientes me demandent même de les réveiller à 2 ou 3h du matin parce qu'elles ont peur de rater la lune. Et elles viennent avant d'aller à leur travail. Lila et Sandra sont de ferventes adeptes des salons de coiffure ouverts les nuits de pleine lune. Pour cela, pas besoin de réveil. Elles prévoient leur rendez-vous plusieurs semaines à l'avance. Je peux pas passer le soir de la pleine lune sans me couper les cheveux. Sinon, ça va pas. Et de toute façon, je le ressens sur mes cheveux. Si je les coupe trop tard et pas au moment où il le faut, ça va pas. La cliente idéale pour vérifier l'influence de la lune, c'est Sandra. Elle a les cheveux teints. Habituellement, les cheveux poussent d'1 centimètre par mois en moyenne. Les racines de Sandra battent des records de repousse. Là, on le voit très bien. Là. Il y a un peu plus de 2 cm de racines par rapport à la dernière fois, du dernier mois de la dernière pleine lune. D'après Jelami, si la lune peut augmenter la vitalité des cheveux, elle peut aussi la freiner. Un phénomène qui peut avoir ses avantages. Il y a des personnes qui voudraient que ça repousse moins vite. Moi, je leur conseille d'aller en lune descendante, c'est-à-dire le lendemain de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Là, ils peuvent se faire couper les cheveux repoussent beaucoup moins vite. Ça, c'est vrai. J'ai accouché il n'y a pas longtemps de ça, mes cheveux étaient complètement ternes. Et là, en 3 mois, déjà, je sens qu'ils sont plus gonflés, ils ont plus de volume, ils sont plus vivants en fait. Si on revient, c'est que ça marche, sinon on ne reviendrait pas. Il est troublant de constater que de si nombreux témoins croient dans les pouvoirs bienfaisants de la Lune et affirment même les avoir observés plusieurs fois. Comme dans ce petit village situé en Suisse où la population vit au rythme de la Lune. À Saint-Martin, on se transmet de génération en génération
les secrets permettant d'améliorer sa vie grâce à la Lune. Ainsi, comme Germaine et Raymond, on ne fait jamais rien sans avoir consulté le calendrier lunaire. Je ne pense pas que la Lune soit une baguette magique, mais il y a un bon sens en toute chose. Et les anciens observaient. Et ça, on l'a un petit peu perdu à notre époque, avec notre monde moderne. Mais derrière l'image, derrière le symbole, il y a toujours une réalité cause à effet. On dit que si on fait les paiements en lune croissante, ça retient l'argent à la maison. Si on les fait en lune décroissante, l'argent s'en va et on amène des nouvelles dépenses. Vous l'avez vérifié, ça? Oui, moi j'y crois. Dans ce laboratoire artisanal, on fabrique des breuvages aux vertus médicinales, testés et approuvés par tous les habitants du village. Des potions à base de plantes, censées stimuler les organes et les maintenir en bonne santé. On s'aperçoit de l'effet sur le foie ce jour-là, et puis sur le rein le jour de la nouvelle lune. C'est ce qui fait que les gens prennent beaucoup ces produits. Mais on ne l'explique pas, en fait. On ne l'explique pas, non, c'est quelque chose de vraiment mystérieux. Tout aussi mystérieuse, mais paraît-il efficace, la recette à base de citron mise en pratique par ces deux jeunes filles. Alors, ce principe, il est très simple. 7 jours après la pleine lune, vous prenez un citron, vous vous frottez là où vous voulez vous épiler, et puis jusqu'à la nouvelle lune, vous recommencez ça 2 ou 3 fois, et ça repousse plus après, c'est simple et pas cher. Des recettes de ce genre, on en pratique ici des dizaines pour tous les petits problèmes quotidiens. À quelques maisons de là, par exemple, on croit très sérieusement au pouvoir d'un dispositif étrange. Car la Lune aurait également des pouvoirs néfastes, en particulier sur le sommeil. On a un truc pour empêcher les rayons néfastes d'arriver jusqu'à nous, nous empêcher de dormir. Donc les anciens nous disent de mettre une bassine d'eau sur la fenêtre ou entre la fenêtre et le lit pour capter les mauvaises vibrations. Et ils nous disent qu'en plus, il faut que chaque nuit, on jette l'eau pour décharger toutes ces vilaines vibrations pour pouvoir mieux dormir. Les rayons de la Lune ont apparemment pour tous les habitants de ce petit village des vertus innombrables et illimitées. Mais quelle est précisément l'influence du rayonnement lunaire? Les astronomes n'ont jusqu'ici rien constaté d'étrange ou de paranormal, comme l'explique Jean-Eudes Arlot de l'Institut de mécanique céleste à Paris. La Lune n'émet aucun rayonnement. En fait, elle ne fait que refléter la lumière du Soleil. Et la Lune ne reflète que très peu de la lumière du Soleil. C'est un corps très sombre, et donc elle ne reflète à peine que 10% de la lumière du Soleil. Alors les gens qui ont peur des rayons de la Lune et qui utilisent des méthodes très farfelues pour les faire fuir, je leur dis une chose, fermez vos rideaux, fermez vos volets et vous ne verrez pas la lumière de la Lune. Parce que dormir quand il y a de la lumière à l'extérieur, c'est difficile. Bien, la pleine Lune fait aussi un petit peu cet effet-là sur la population. Beaucoup de gens seraient persuadés de l'effet bienfaisant de la Lune, alors qu'elle n'a en réalité qu'un effet psychologique. À Saint-Martin, la vie des scientifiques ne semble pas troubler les convictions. Voilà, j'ai regardé la lune en plein pour fortifier les yeux. Ça s'appelle donc des bains de lune. Et alors, je regarde pendant 30 ou 40 secondes, les yeux bien ouverts. Et ensuite, je ferme les yeux un petit moment pour me reposer et je recommence. Et à un moment donné, il y a l'horizon qui vient tout illuminer comme ça. En ce moment-là, je sais que mon bain de lune est terminé, que mes yeux ont capté ce qui était nécessaire pour fortifier ma vue. Il faudrait éviter de laver le linge en lune croissante parce qu'il devient nettement moins blanc, moins propre. Et de ce fait, si on regarde en contre-jour, on voit encore des auréoles. Tandis que si on lave le linge en lune décroissante, la saleté tombe, la saleté s'en va. Nos mères l'ont fait, puis elles s'y trouvaient bien, alors nous, on le fait à notre tour, hein, pour suivre un peu sur leurs pas, puis j'y crois vraiment. L'important, c'est peut-être justement d'y croire, histoire de préserver une ancienne tradition. Mais en matière de tradition, certains vont encore beaucoup plus loin. Marc-Louis Questin professe des idées extravagantes qui n'ont rien à voir avec la science et qu'il rattache à la tradition des druides. Lui-même se définit comme druide magnétiseur. Il affirme, comme il dit, reconnecter cette femme enceinte avec l'énergie du cosmos. Des convictions particulièrement déroutantes. Il y a une part féminine, on va dire aquatique, régénératrice, fécondatrice, qui favorise l'inspiration. Et vous avez bien entendu son pendant sombre, obscur,
qui est une énergie qui peut être plutôt vampirisante ou destructrice. Pour Marc-Louis Questin, la Lune serait d'autant plus puissante qu'elle est habitée. La Lune est habitée par les morts. Autrement dit, quand vous mourrez, vous quittez votre corps, votre enveloppe physique, et vous allez vivre sur la Lune. La fête du 31 octobre au 1er novembre, c'est le Nouvel An celtique. Et c'est le moment privilégié de l'année où nous pouvons, nous druides, rentrer en communion avec les morts. Le pouvoir de la Lune serait, en cette période, particulièrement bénéfique. Cette femme enceinte de 5 semaines a de fortes nausées lors des pleines lunes. C'est donc à ce moment qu'elle consulte le druide. Est-ce que mon magnétisme vous a soulagé, vous a fait du bien? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça m'a dégagé au niveau du plexus, en fait. Là, on approche de la fin de la séance. Est-ce que vous ressentez quelque chose maintenant au niveau du plexus et aussi au niveau de la nuque? Oui, je ressens un petit peu de chaleur. Oui. Et c'est vrai que je me sens mieux, franchement mieux. Je procède à un dernier dégagement. Pouvoir de la Lune, magnétisme. La Lune n'a décidément pas fini d'enflammer, ou plutôt d'illuminer les esprits. Marc-Louis Questin, bonsoir. Alors, bonsoir. On vous a vu dans le sujet, vous êtes druide, mais pas seulement, vous êtes également écrivain, vous faites plein de choses. Écrivain, thérapeute. Voilà, entre autres, on va en parler. Oui. Djellami Machi, bonsoir. Bonsoir. Alors vous relookez les gens, et notamment vous leur coupez les cheveux. Alors, on va commencer par vous. On vous a vu dans le sujet, vous coupez les cheveux à la pleine lune, et vous avez constaté que les cheveux sont plus forts, et ça, vous êtes sûr de ça? Ça fait des années que vous le faites et... Ça, maintenant, je peux le confirmer. Depuis 85, ça aurait pu être démenti. Parce que depuis 85, j'office tous les soirs de pleine lune. Tous les soirs de pleine lune, vous êtes dehors et vous coupez les cheveux? Dehors ou à l'intérieur, tout dépend au choix, à la carte. Ouais. J'ai des clientes qui me demandent, tiens, Djellani, j'aimerais bien faire couper les cheveux sur la place des Victoires, ou faire couper les cheveux sur le trottoir. Ou à l'intérieur. Et ça marche. Et ça marche. C'est-à-dire, ça marche parce que j'ai eu des résultats spectaculaires. D'après des essais que j'ai eus, au lieu d'avoir 1 cm de repousse, j'arrive à avoir jusqu'à 2 cm à 2 cm et demi. Et ça, on peut le voir, on peut le tester sur une personne qui se décolore les cheveux. Et vous remarquez aussi les cheveux plus forts, c'est ça? Oui, surtout les cheveux fins, que le désespoir de beaucoup de personnes qui les portent, il y a une tendance à avoir une épaisseur qui est spectaculaire. Docteur, est-ce que ça a déjà été prouvé, ça, que sous la pleine lune, les cheveux pourraient être plus forts ou repousser plus vite? En lune montante, on le dit, rien n'est prouvé. Ce qui est à retenir quand même sur le plan scientifique, c'est que tous les organes ont un cycle particulier, et en ce qui concerne la peau, les ongles, les cheveux, bien, il y a un cycle régulier, quotidien. Ça ne pousse pas régulièrement, ça s'accélère, ralentit. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'accélération, des moments de ralentissement. Et le moment d'accélération de la pousse, eh bien, c'est justement en milieu de nuit. Donc on peut tout à fait penser que si on coupe les cheveux à ce moment-là, il y a une dynamisation, en quelque sorte, de la repousse. D'accord. Et donc c'est juste le fait que ce soit la nuit, et la pleine lune n'y est pour rien? La pleine lune n'influence pas, là. Bon. Marc-Louis Questin, alors vous croyez à l'influence de la lune sur notre corps et sur nous? Mais bien entendu. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous? J'ai constaté la même chose qu'un de mes amis qui est commissaire de police, par exemple, qui m'a dit, mais tu sais, j'arrive pas très bien à comprendre, mais le fait est que nous, au commissariat, on a beaucoup plus d'appels pour des gens qui disjonctent, etc., en période de pleine lune. Alors, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais vous avez constaté quoi, par exemple? Et quels sont les effets que la lune pourrait, selon vous, avoir sur selon les individus, si vous voulez, il y a donc un trop-plein d'énergie qui est, dans certains cas, mal géré. Alors, ça peut se traduire de différentes façons. Dépression, grosse fatigue, le type est fatigué ou la femme mais n'arrive pas à s'endormir. À cause de la pleine lune. Bien sûr. Ou, à contrario, mais en fait la cause est identique, fébrilité, énervement. Sortez par exemple dans un quartier, je ne sais pas, à Montmartre ou à Montparnasse, un soir de pleine lune, vous verrez beaucoup plus de disputes, de tensions qu'en temps ordinaire. Il suffit simplement de regarder. Docteur, dans le reportage, on a aussi vu donc, ce village en Suisse qui a des croyances, alors là aussi qui sont souvent répandues dans les campagnes et ailleurs, sur les bienfaits ou les méfaits de la Lune. Alors, quelle analyse vous portez sur ces bains de Lune, les gens qui regardent la Lune la nuit pour éventuellement mieux voir ou aller mieux?
Ce sont des rituels avec une pensée magique. Scientifiquement, on l'a jamais prouvé. Ah non, ça scientifiquement, on n'a jamais prouvé une influence telle que 2, 3 ou 5 minutes à regarder la Lune modifierait quelque chose. Bon, alors, bien sûr, on fait le rapprochement entre les cycles de la femme et les cycles lunaires. Bon, et on a repéré aussi des transformations de caractère, des transformations de réactivité ou de sensibilité dans les périodes prémenstruelles, par exemple. Mais dire que c'est directement l'influence de la Lune, bon, ça n'est pas prouvé. Messieurs, merci. Je vous propose d'aller un peu plus loin dans notre réflexion et de voir si réellement la Lune peut modifier notre comportement et si les nuits de pleine Lune, par exemple, il se passe des choses réellement étranges. Nous avons en particulier voulu savoir si, comme le veut la légende, il y avait alors plus d'accidents et plus d'agressions. Pour en avoir le cœur net, nous avons, une nuit de pleine Lune, suivi les pompiers de Paris pour voir s'ils avaient plus de travail qu'une nuit normale. Un reportage de Sylvie Alonno. Caserne des pompiers du 6e arrondissement de Paris. En cette nuit de pleine lune, nous avons décidé de suivre une équipe et d'assister à toutes les interventions. On part pour un feu, on sait pas, ça doit pas être sur notre secteur parce que on est le seul engin à partir de la caserne. Et voilà, quand le chef de garde va arriver, il va nous dire exactement ce que c'est. Si la Lune a des pouvoirs sur l'esprit humain, si elle rend nerveux ou même si elle provoque des changements de comportement spectaculaires, ainsi que beaucoup l'affirment, nous devrions pouvoir le constater. Les pompiers avouent être sur le qui-vive. Quand on regarde le calendrier, que c'est la pleine lune, on se prépare à passer une nuit plus difficile. Il est 21h35. Première intervention dans une école. Un incendie dont l'origine n'est pas encore bien identifiée. Il semble y avoir un peu de nervosité dans l'air. C'est vrai que dans notre milieu sapeur-pompier, on dit que les soirs de pleine lune, on a tendance à un petit peu plus bouger, effectivement. Et les gens sont un petit peu plus excités. La Lune peut-elle nous brouiller l'esprit au point de nous pousser à commettre des actes étranges? Certains se sentent différents lors de ces nuits, plus vulnérables et même plus agressifs. Une rumeur prétend que la Lune pourrait rendre quelques individus violents au point d'en faire des assassins. Jean-Pierre Fabre, ancien capitaine de gendarmerie, s'est passionné pour ce sujet tout au long de sa carrière. Il en a même fait un livre consacré entièrement à ce qu'il a appelé « Les assassins de la pleine lune ». Mais son intérêt pour les tueurs de la Lune ne date pas d'hier. Je me suis intéressé à la pleine lune, car quand j'étais enfant, je me souviens très bien dans la Dépêche du Midi, j'habitais Toulouse à cette époque, et il y avait eu un article en première page sur l'assassin de la pleine lune, qui constatait que Monsieur X, je ne me souviens plus aujourd'hui, avait tué plusieurs femmes les soirs de pleine lune. Et je me suis souvenu de ça. Et quand j'ai été plus grand et quand j'ai moi-même exercé des fonctions d'enquête, je me suis dit, tiens, il faudrait un jour que je vois si cette histoire est vraie. Plus tard, en effet, Jean-Pierre Fabre s'est penché sur une théorie originale. Selon elle, si la pleine lune exerce un effet sur les marées, l'homme pourrait de la même façon subir une marée biologique. Nous savons que nous sommes constitués de 80% d'eau, grosso modo, et que est-ce qu'il n'y aurait pas une irritation du système, des systèmes sensoriels chez l'homme, et qu'elle ne provoquerait pas donc une attitude différente. Cette théorie n'a jamais été prouvée. Mais selon elle, 2 à 3% des agressions seraient liées à la Lune. Encore plus surprenant, ces soirs-là, il semble que les assassins soient plus violents et les victimes plus dociles. Ces soirs-là, certainement que des gens qui n'avaient peut-être pas l'idée de passer à l'acte ont plus de chances de passer à l'acte. Il est 1h30 du matin. Les pompiers viennent d'arriver sur les lieux d'un nouvel accident. Un scooter renversé par un taxi. C'est déjà la deuxième personne depuis tout à l'heure. On ne sait pas, est-ce que les gens sont plus énervés, est-ce que... Je ne sais pas, question. Pour l'instant, avec seulement 2 accidents, il est difficile d'affirmer que la Lune fait de nous des conducteurs imprudents. Ce n'est pourtant pas l'avis de l'un des pompiers pour qui les nuits de pleine lune rendent souvent les gens bizarres. Les soirs de pleine lune, on fait beaucoup plus d'interventions niveau, on va dire, psychiatrique sur la réaction des gens. On fait beaucoup plus d'interventions que d'habitude. 3e accident de la soirée. Parmi les personnes secourues par les pompiers, il y a une femme. Elle est chirurgien et peut donc témoigner des effets de la pleine lune dans l'hôpital où elle travaille.
Dans mon service, je ne peux pas affirmer qu'il y ait plus d'activité au moment de la pleine lune. Il n'y a pas de critères scientifiques pour le dire, il n'y a que des critères légendaires. On le dit. 5 jours après la pleine lune, retour au QG des pompiers. Pour confronter la légende aux chiffres, nous nous faisons accompagner par Laurent Puech. Il appartient à une association dont le but est de démystifier les phénomènes paranormaux. 28 rue de l'abbé Grégoire. En consultant les fichiers des pompiers, nous verrons bien si la Lune a eu une influence sur le nombre d'interventions durant les derniers jours. Avec le capitaine Libaud, nous avons distingué les fiches qui concernaient des problèmes de santé pour les personnes, des problèmes d'agression, des problèmes pour des femmes enceintes et des problèmes aussi de type dépression et tentative de suicide. Le jour J de pleine lune, 3 interventions seulement. La veille 4, le lendemain 4. Pour cette période-là, il ne s'agit pas d'un phénomène notable en tout cas. Et on sait, je dirais, de mémoire de pompiers. Alors voilà, c'est là où il y a toute l'importance de ce qu'on croit a priori. Si ce jour-là, il y avait eu un peu plus d'événements que ça, les gens l'auraient retenu très fortement. Tandis que quand il ne se passe rien, on va oublier cette date et on attendra la prochaine pour voir s'il se produit quelque chose qui aille dans le sens de nos croyances. Constatation sans appel. Pour cette fois, la pleine lune n'a eu aucun effet sur les crimes et les accidents. Cela ne fait que confirmer les études menées par des psychologues
ne vont pas s'intéresser à ça. Un enquêteur, c'est d'abord une certaine... Même s'il y a une intuition, il y a aussi un côté très rationnel. Jean-Pierre Fabre, merci de nous avoir fait part de votre expérience et de votre sentiment. Docteur Percy, on continue. Le reportage que vous allez découvrir maintenant va certainement vous étonner, puisqu'il aborde un thème totalement tabou, l'utilisation du paranormal dans le monde politique. Sylvie Jumel est magistrat, c'est donc un haut fonctionnaire censé avoir la tête sur les épaules. Et Sylvie Jumel affirme que certains hommes politiques, parfois à un très haut niveau, font appel à la sorcellerie pour gagner les élections ou écarter leurs adversaires. Regardez ce reportage de Eudes Semeria et ensuite on en parle avec elle sur ce plateau. Si la sorcellerie a un vrai pouvoir, c'est d'abord celui de fasciner. Aujourd'hui en France, des centaines de sorciers exercent encore leur art auprès de ceux qui y croient. Et ceux qui y croient, ce sont plutôt des gens ordinaires. Du moins, c'est ce que l'on imagine. Il y aurait parmi les clients de la magie noire certains de ceux qui nous gouvernent. Des députés, des ministres et, paraît-il, des présidents de la République. Celle qui l'affirme, c'est cette jeune femme. Elle s'appelle Sylvie Jumel et elle vient de publier un ouvrage explosif. Explosif car elle connaît bien son sujet. Elle a exercé comme haut magistrat au ministère de l'économie et dans les services du Premier ministre à l'époque, Lionel Jospin. Son enquête sur les hommes politiques et les sorciers a duré 6 longues années. Elle aurait obtenu des témoignages, mais aucune preuve concrète. Il n'y a pas de preuve au sens journalistique du terme. C'est basé sur le témoignage. Ça m'a permis de dire la sorcellerie existe en France aujourd'hui, on y fait appel au plus haut niveau de l'État. Moi, je côtoie professionnellement le milieu politique, le milieu administratif, les coulisses du pouvoir, si je puis dire. Et j'ai observé, j'ai regardé, j'ai écouté. Et petit à petit, j'ai vu que la plupart des hommes politiques de gauche comme de droite consultaient des voyants, faisaient appel à des astrologues avant des élections, se renseignaient, etc. Et j'ai suivi moi-même les traces de leurs propres voyants, de leurs propres astrologues. Et là, j'ai réussi à discuter avec eux, un peu à les faire parler. Et là, j'ai appris qu'il y avait aussi d'autres choses qui étaient la sorcellerie, les sorciers. Que les hommes politiques faisaient aussi appel à des sorciers. Des élus faisant appel aux forces du mal. Des révélations difficiles à croire, d'autant qu'elles reposent surtout sur des confidences. Devant notre scepticisme, Sylvie Jumel nous met en contact avec l'un des sorciers qui, selon elle, œuvre en coulisses pour le compte d'hommes politiques. Le sorcier, c'est cet homme de dos qui témoignera à visage caché. Il se désigne lui-même sous le pseudonyme de Claude de Jussieu. Le but, c'est de passer inaperçu. Moi, on me voit et puis bon, avec ma gueule de con, je passe partout. Quand il quitte son village pour venir à Paris incognito, c'est pour pratiquer la sorcellerie sur certains hommes politiques. Pour cela, il se sert de boulettes de terre ensorcelées, comme celle-ci. Et il les dépose discrètement autour des hauts lieux du pouvoir. Pour le compte de qui, nous ne le saurons pas. C'est comme il dit, un secret absolu. Pour les élections 2002, j'ai démarré mes boulettes 6 mois à l'avance. Je suis monté à Paris pour poser mes petites boulettes pour piéger tout l'Élysée. Alors bien entendu, tous ces seigneurs se croient à l'abri, mais il faut bien qu'ils sortent de l'Élysée ou qu'ils rentrent. Et une fois que j'ai posé tout ça sur Paris, le président ne fait pas 20%. Pour moi, c'est une victoire. Des difficultés pour Jacques Chirac au premier tour des élections 2002, un résultat qui suffit à convaincre le sorcier que ses maléfices fonctionnent. Il va jusqu'à affirmer que des dizaines de sorciers travaillent ainsi pour les grands partis, en échange de sommes, paraît-il, très élevées. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Jean-François Probst, fin connaisseur de la vie politique en France. J'ai été maire, conseiller régional, j'ai été le secrétaire général du groupe RPR du Sénat pendant 9 ans, j'ai travaillé avec Jacques Chirac, avec Jérôme Monod, avec Charles Pasqua, avec Alain Juppé. Il y a beaucoup d'élus locaux, de conseillers municipaux, de conseillers généraux, de maires, qui vont consulter dans leur campagne. Jacques Chirac, je ne serais pas surpris qu'il ait eu recours à des marabouts africains ou même à des sorciers français. Et ce qui m'impressionne beaucoup chez notre président de la République aujourd'hui, c'est que, en tout cas, s'il l'a fait, il a choisi les bons. On sait que le président Mitterrand a eu recours assez souvent à des processus de sorcellerie. Il a très souvent consulté, fait consulter ou fait travailler des marabouts, des gourous, des sorciers.
Encore une fois, aucune preuve pour appuyer ces affirmations. Alors peut-on croire que tant d'hommes politiques se soient laissés séduire par la sorcellerie? Pour le savoir, nous retrouvons le sorcier Claude de Jussieu quelque part en France, loin de Paris. Il nous reçoit dans l'atelier où il dit invoquer les forces du mal grâce à des incantations et à certains ingrédients d'origine humaine. Un morceau d'os humain, ça c'est la mort ça. Des os, du sang humain. C'est en tout cas ce qu'il dit, et beaucoup d'autres choses. Le sorcier respecte ses rituels à la lettre, seule façon, dit-il, de servir au mieux ceux qui s'adressent à lui. Beaucoup d'hommes politiques de très haut niveau, c'est plutôt dans les très hauts niveaux, font appel à des sorciers. Le pouvoir n'a pas de prix. Le pouvoir, certains hommes politiques, certains hommes d'affaires tueraient père et mère pour avoir le pouvoir. Mais en public, ces personnes démentiront. Ce qui me permet d'affirmer, c'est que moi j'en ai traité 3. J'ai eu 2 personnes de droite, 1 personne de gauche. Et ces 3 personnes ont été toutes réélues sans problème, sans que je les raide. Pour Claude de Jussieu, la sorcellerie a bel et bien prouvé sa redoutable efficacité. Il se dit capable de faire le bien comme le mal, de détruire ou d'aider des hommes politiques. Et cela demanderait beaucoup d'énergie. Là, mon prélèvement de matière première. Surtout pas de bruit à cause des voisins. Ce soir-là, par exemple, il se rend discrètement dans un cimetière. Pour l'un de ses contrats, il a besoin d'un ingrédient spécial. De la terre ramassée sur la tombe d'une victime de mort violente. Alors, vite fait, bien fait. De terre avec une certaine incantation. Que je ne vous dirai pas. Mais le temps presse. C'est une nuit de pleine lune et il doit se rendre à plusieurs kilomètres de là pour opérer un autre rituel. Tu vois, qu'est-ce que c'est? Alors, tu as de la terre de cimetière et tu as 2 crapauds. Et j'ai transféré le mal dans du vivant. C'est dans le crapaud. En clair, une personne atteinte d'un cancer a demandé au sorcier de l'aider. Celui-ci prétend avoir transféré la maladie dans les 2 crapauds et il va maintenant les enterrer. Regarde. Ils sont vivants? Ils sont vivants. Pour traiter les affaires politiques, des rituels de ce genre seraient d'après lui très puissants. Par exemple, il pourrait amener les hommes politiques visés à faire des gaffes, histoire de leur faire perdre les élections. Difficile à croire, même si Sylvie Jumel confirme ce genre de croyance. On va prendre l'exemple de Lionel Jospin, qui pendant la campagne a eu quelques petites phrases malheureuses successives comme ça. C'est-à-dire que les sorciers qui travaillaient contre lui et pour son adversaire ont attaqué les points faibles de Jospin. Donc on peut à un moment donné lui faire dire une phrase malheureuse, comme mon programme n'est pas socialiste, comme Chirac était un musée vieilli, etc. Au cours des élections présidentielles de 2002, Lionel Jospin a dit de Jacques Chirac « Il a beaucoup perdu de son énergie et de sa force. Il est fatigué, vieilli, victime d'une certaine usure dans l'exercice du pouvoir. Il est marqué par la passivité. » Et on peut voir dans les sondages qu'à chaque fois qu'il disait quelque chose comme ça, il baissait et il s'en est parmi. Valois, Sator, Saluxio, Paracle Gossum, Mortus, Cum, Fils, Sum et Père, Flagellationem. Pour ces énarques, c'est impensable de dire c'est la sorcellerie qui m'a fait dire ces conneries. Mais c'est des énarques. Pourquoi ils ont dit ces conneries? Ils ne peuvent pas l'expliquer. On va dire qu'il est fatigué, peut-être. Claude de Jussieu n'a aucun doute. Pour lui, la sorcellerie, ça marche. Mais cela prouve-t-il quoi que ce soit? Cela suffit-il à démontrer l'intérêt des hommes politiques pour les sorciers? Pas sûr, comme le soulignent ceux qui ont bien connu les 2 derniers présidents. Pendant 25 ans, Jean-Claude Laumont a été le chauffeur de Jacques Chirac. Lui-même n'était pas une personne à s'occuper à ce niveau-là. Ça, je le connais très bien et c'est pas son truc. D'accord, lui il verse pas, il s'est jamais intéressé à l'occulte. Non, il respecte, je veux dire, par là, bon, c'est marrant, des fois qu'on entend parler un peu comme ça, mais je veux dire, ça n'intéresse pas. Non, ça j'en suis certain. Pierre Tourlier, lui non plus, n'a jamais croisé aucun sorcier lorsqu'il était chauffeur de François Mitterrand. Je l'ai accompagné une fois, et c'était avant qu'il soit président, chez Madame Soleil. Une fois, mais il avait l'intention de la connaître parce que c'était une femme charmante, une amie d'une de ses secrétaires particuliers, donc il a quand même voulu aller la voir, et ne serait-ce que pour s'interroger de la façon dont elle travaillait, et voilà, il en est descendu, ravi d'avoir vu cette personne, mais jamais il a plongé dans le système. Alors le pouvoir en France est-il aux mains des sorciers? On peut en douter, même si les hommes politiques sont comme n'importe quel citoyen attirés
effrayé ou simplement intrigué par les mystères de la sorcellerie. Voilà, je vais vous présenter nos deux invités sur ce plateau. Sylvie Jumel, bonsoir. Vous êtes haut fonctionnaire, on vous a vu dans le sujet. Et Jean-Michel Apathy, bonsoir. Vous êtes chef du service politique de France Inter et vous connaissez bien les hommes politiques. Mais on va commencer avec vous, Sylvie. Pour vous, c'est une certitude. Les hommes politiques, et pas des moindres, font appel à la sorcellerie. Oui, tout à fait. Ça, j'ai enquêté plusieurs années consécutives là-dessus. Enfin, pas tout le temps, mais j'ai quand même donc commencé par aller voir les voyants, les astrologues, les hommes politiques, et petit à petit, on m'a révélé qu'il n'y avait pas que ça et qu'il y avait des sorciers. Alors, les voyants et les astrologues, on le savait plus ou moins, certains. Voilà. Les sorciers, c'est plus énorme, parce que ça veut dire que voilà, ils essayent d'influencer l'avenir. Oui, la différence donc entre astrologues, voyants et sorciers, c'est qu'on peut agir sur le destin. Et éventuellement jeter le mal sur ses adversaires. Le but du jeu, c'est de se faire élire soi. Et pour vous, ça paraît réaliste d'imaginer qu'on peut changer le cours d'une élection en faisant appel à la sorcellerie? Ça peut être nul. Enfin, d'après les témoignages que j'ai recueillis. Est-ce que vous y croyez ou pas? Moi, je ne suis pas professionnelle et j'étais comme beaucoup de gens au début, je doutais. J'ai vu des choses étonnantes. Alors, vous connaissez bien Jean-Michel, est-ce que ça vous paraît crédible que même les plus grands, éventuellement, fassent appel à des sorciers pour jeter des sorts sur leurs adversaires? Il faut une ici, pas de fait. On ne peut pas avoir des repères. En 2014, on connaît la réalité Chirac-Balladur, à la demande de l'entourage de Jacques Chirac, une centaine d'Arabes. C'est qu'à la fois il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que souvent les journalistes, à partir du moment où ils sont un peu sûrs de leur affaire, finissent par citer des noms et citer les sources, et comme ça on verrouille un petit peu l'information. Et c'est peut-être ce qui manque franchement dans ce livre. Je ne peux pas donner des choses précises et concrètes puisque je ne l'ai fait. Puisque je ne l'ai fait, parce que c'est quand même un monde secret et j'ai pas à mettre en danger la vie ou les activités des personnes qui m'ont confié des choses. Tout dire. Comment ça, on peut tout dire? Allez-y, je veux dire, allez-y, faites ce type de travail, allez rencontrer des sorcières, interrogez-les et voyez ce qu'ils vous confient. Chez Carnot, c'est pas difficile. C'est si facile que ça de trouver les sources, de tout révéler. Allez-y, faites-le. On va revenir sur Jospin. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Michel Apathy, il était avec lui ce jour-là. Vous êtes partie justement de ces journalistes qui ont entendu cette déclaration. Est-ce que vous avez l'impression qu'il était dans son état normal ce jour-là? Chaque déclaration, au fond, a une histoire. Et il faut connaître l'histoire de cette déclaration pour la comprendre. En novembre 2000, il se produit un épisode particulier autour des farines animales. Sans prévenir personne, Jacques Chirac demande à ce que tous les aliments contenant des farines animales soient retirés immédiatement. Et de ce moment-là, Lionel Jospin vit sa relation avec Jacques Chirac sur un mode très agressif. C'est-à-dire qu'il dit à tous ses amis, à partir de ce moment-là, c'est très net, c'est une cassure. Une hostilité entre les deux. Que ce type-là n'est pas sérieux, qu'il ne mérite pas d'être réélu. Il conçoit une forme de haine pour Jacques Chirac. Et au début de sa campagne électorale, il vient voir des journalistes, il se trouve que j'en étais. Et il dit là, à des journalistes, mais dans un contrat qu'il pense être un contrat privé, en quelque sorte, ses propos ne sont pas publics, voilà. Il dit à des journalistes ce qu'il répète depuis 1 an et demi à ses copains. Il a le même discours, mais pas le même auditoire. Et un conseiller passe derrière après lui en disant en campagne électorale, il n'y a pas de off, donc vous pouvez y aller. Oui, mais c'est le conseiller qui fait la gaffe, c'est pas lui. Oui, non, mais je finis. D'accord. C'est le conseiller qui dit aux journalistes, vous pouvez le dire. Ses propos, il les tient toujours. Alors,
Bien sûr, on peut dire que le sorcier, alors là, le sorcier, il travaille finement. On peut, ou d'accord, les sorciers, les 100 sorciers sénégalais qui ont été reconvoqués par Jacques Chirac. On peut dire qu'ils travaillent finement parce qu'ils ne lui font pas dire des choses qu'il n'a pas déjà dites, puisque ça fait 1 an et demi qu'il les répète. Mais alors c'est l'auditoire qui est différent. Vous vous rendez compte du degré de finesse de l'action des sorciers? C'est extraordinaire. D'accord. Alors, Sylvie Jumel, merci. Jean-Michel Apathy, merci de nous avoir expliqué ça avec votre verve habituel. Voilà, nous sommes arrivés maintenant à la fin de cette émission. Docteur, juste pour conclure, globalement, qu'est-ce que vous inspire ce qu'on a vu tout au long de cette émission? Alors, on a vu beaucoup de choses normales, quelque chose paranormal. Ouais. La limite entre les deux est parfois floue. Hein, je pense aux sourciers ou à d'autres exemples. On a vu que sur les sourciers, vous avez une forme d'indulgence quand même. Vous êtes troublé. Oui, je pense. Troublé, je ne crois pas, mais en tous les cas, une certaine forme d'indulgence parce qu'on ne sait pas tout. Et à ce titre-là, eh bien, il y a certaines choses à respecter. Et par contre, il y a d'autres choses qui ne sont pas respectées. C'est lorsque ceux qui pratiquent ces techniques, on va dire, d'approche paranormale, qui font un commerce de cela et qui peuvent nuire aux personnes qui viennent s'adresser à eux dans des états de fragilité, de détresse, ça, je pense qu'on ne peut pas l'accepter et que ça, c'est anormal, pour le coup. Merci docteur pour ces précisions très importantes. Effectivement, l'émission est terminée. J'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé beaucoup pour préparer ce numéro. Et on se retrouve bien sûr très prochainement sur M6 pour un nouveau numéro de Normal Paranormal. Bonsoir. Normal Paranormal continue sur m6.fr.